Ma première rencontre avec Jean-Jacques, je pense, remonte à une performance que j'avais faite au studio théâtre d'en face et à laquelle il avait assisté, je pense. Et ensuite, il m'avait invité à faire une performance au Musée d'art moderne de la ville de Paris, à l'Arc, qui était en travaux à ce moment-là. Il avait eu une carte blanche et il avait fait quelque chose qui s'appelait avis de passage. Et je crois, je pense, que c'était dans ce cadre-là que j'ai, pour la première fois, fait quelque chose à l'invitation de Jean-Jacques. Et je crois que c'est à ce moment-là que je l'ai rencontré, entre guillemets, physiquement. C'est-à-dire que je connaissais très bien le travail de Jean-Jacques Lebel, je connaissais très bien son importance, entre guillemets, historique, le rapport au happening, etc. Il faisait partie, naturellement, des artistes qui comptaient pour moi, qui comptent toujours pour moi, bien sûr. Et quand je dis que c'est une première rencontre physique, c'est parce que c'était assez intéressant déjà que dans Avis de passage, il m'avait invité moi, mais il avait invité aussi Brian Geisin, il avait invité Joël Hubaut, il avait invité des jeunes performeurs hollandais, Harry de Kroon, entre autres. Bref, c'était, non pas polyphonique, mais c'était des artistes qui étaient plutôt liés à la performance, ou Brian Geisin évidemment pour la littérature, mais dans un contexte donc, muséal qu'il déplaçait du côté d'un art qui n'était pas franchement muséal. Alors, le travail de Jean-Jacques Lebel, moi, m'intéressait parce qu'il posait, entre autres, la question des limites, la question des limites en art, mais évidemment dans un contexte où les années 60, évidemment, avaient permis aux artistes de déplacer certaines limites sur le plan plastique, renouvelant les formes, mais aussi qui les déplaçait, je dirais, hors du cadre institutionnel. Donc, moi, venant évidemment après les années 68, 70, on était dans un moment où l'art cherchait d'autres territoires que les galeries, le mode institutionnel. Et évidemment, Jean-Jacques incarnait, à travers le happening des années 60, du début des années 60, une des vagues, je dirais, d'artistes qui, parce qu'il y en a eu d'autres sous d'autres formes, ont déplacé le champ de l'art. C'était pas seulement la pratique du happening en tant que tel, mais c'était l'idée que l'artiste pouvait évidemment trouver des modes d'intervention qui soient complètement extérieurs, je dirais, au champ de l'art. Et je crois que c'est ça qui m'intéressait dans le travail de Jacques Lebel. Et quand je dis les limites, c'est alors donc les limites du territoire, évidemment, de l'art, mais c'est aussi les limites, et c'est vrai que dans le cadre de l'actualité d'aujourd'hui, c'est intéressant aussi d'en parler, c'est aussi les limites de l'acceptable, les limites du tolérable par la société elle-même, c'est-à-dire le rapport à la sexualité, le rapport aux politiques, le rapport à la bien-pensance en général. Et donc, il incarnait, et il l'incarne toujours, côté anard, on va dire, de Jean-Jacques Lebel, incarne cette idée que l'artiste n'a de compte à rendre à personne d'une certaine manière que à lui-même, à sa propre conscience, à son rapport qu'il entretient avec la société. Un des paradoxes de la relation que je peux entretenir avec Jean-Jacques Lebel, c'est qu'en fait, je pense comme lui, je crois, et ça m'a influencé de ce point de vue-là, que l'artiste, d'un côté, n'engage que lui dans son travail, c'est son histoire, c'est son rapport au monde, c'est son rapport au siècle même, c'est son rapport à la politique, etc. Mais en même temps, il n'est pas tout seul en même temps, et c'est vrai que, sans doute parce qu'il est de cette génération, on va dire, de 68, et sans doute que Polyphonique, c'était ça aussi, et c'est toujours ça d'une certaine manière, j'ai été influencé dans l'idée que j'aime beaucoup travailler avec aussi d'autres artistes. Alors c'est un peu contradictoire avec ce que j'ai dit sur l'idée que ça n'engage que lui, mais j'aime bien aussi qu'il y ait une relation relationnelle, si j'ose dire, avec d'autres artistes, qu'il y ait des échanges, qu'on ne soit pas non plus sous une cloche dans son coin, etc. Et de ce point de vue-là, je crois que j'ai été influencé par Jean-Jacques parce que j'ai
souvent comme ça, organiser des expositions, organiser des rencontres, mêler des différents supports, la musique, la performance, la vidéo, le cinéma, etc., dans des œuvres qui sont sinon collectives, du moins où il y a comme ça une espèce de boule à facettes. Hein, et je crois que ça vient de Jean-Jacques Le Bel. Je dirais d'ailleurs, sans vouloir plus le flatter que ce qu'il voudrait peut-être, que plus que par exemple les Américains. Les Américains du type Alan Capro, qu'il admire beaucoup, ont un rapport à l'art qui est sans doute un rapport très ouvert, d'œuvre ouverte, hein, mais qui est peut-être moins généreux, je dirais, que Jean-Jacques. Jean-Jacques avait ce côté, et a toujours ce côté, le mot généreux me paraît important, de faire participer, faire rencontrer, discuter, problématiser collectivement. Alors que je pense, chez les Américains, ce sont des œuvres ouvertes qui impliquent plusieurs personnes, mais ça n'a pas ce côté, je dirais, humain. C'est un peu idiot comme mot, mais je n'en trouve pas d'autre, de la relation. C'est vraiment des relations humaines. C'est pas voilà, il y a ce côté. Et ça, c'est quelque chose qui m'a peut-être, je dis peut-être, parce que peut-être que c'est ma nature aussi, mais ça m'a, je crois, beaucoup touché, ça m'a influencé. Alors Polyphonix est de mon point de vue, mais je pense du point de vue de Jean-Jacques, et je voudrais tout de suite dire que Polyphonix pour moi c'était pas Jean-Jacques seulement, c'était entre autres Jacqueline Cahen bien sûr, et puis les autres amis qui ont participé à Polyphonix, dont Bernard Hetzing qui a été aussi président. C'était curieusement, je dis curieusement parce que aussi bien Jean-Jacques que moi, on vient de ce qu'on pourrait appeler quelque part les arts plastiques, encore que Jean-Jacques était aussi lié au mouvement surréaliste, lié à la poésie, mais c'était cette idée que Polyphonix c'était une construction un peu de personnes qui venaient de territoires assez différents, et une des inventions, je dirais, de Polyphonix, ça a été d'en faire malgré tout un moment collectif de gens qui venaient d'horizons différents, où la part poétique était évidemment essentielle. Polyphonix, a priori, au départ, plutôt un festival qu'on pourrait qualifier de poésie. Mais poésie dans le sens polyphonix, hein, ouvert, multiple, et dans lequel on pouvait, sous le mot poésie, mettre de l'art au sens visuel, de la vidéo, de la performance, quelque chose qui pouvait relever de l'action au sens post-happening, post-actionniste, etc., toute cette génération. Poésie orale, poésie action, poésie sonore, etc. Donc les différents protagonistes de l'histoire de Polyphonix, Jean-Jacques a voulu qu'il soit un peu insoluble normalement dans la même marmite, parce que je ne pense pas, malgré le rapport que je peux avoir par exemple avec Tibor Pape, qui faisait partie de Polyphonix aussi, sur un plan formel, sur un plan personnel, sur le plan du parcours, je n'avais pas grand-chose à voir finalement avec Tibor par exemple. Mais c'était de mettre Tibor, c'était de faire en sorte que ça fonctionne avec ses contradictions. Moi, ce que j'aime toujours raconter, c'est que dans ces réunions de Polyphonix par exemple, on n'avait pas du tout les mêmes propositions de type d'artistes et de type de poètes et de type d'invités. Il y avait parfois des choses qui pouvaient sembler saugrenues. Moi, je me souviens, dans une réunion, j'avais parlé de Charles Trenet, par exemple. J'avais dit que moi, j'aimerais beaucoup que Charles Trenet soit invité à Polyphonix. Et je me souviens très bien que alors je ne sais plus qui, j'étais tout à fait offusqué, je me demande si c'est quand même pas Bernard Hetzing, mais c'est peut-être aussi Jean-Jacques, je ne sais plus. Il y avait eu comme ça, je ne sais même pas si tout le monde était là à ce moment-là quand j'avais proposé Charles Trenet, parce que c'était chez Jacqueline Cahen, je m'en souviens très bien. Et tout le monde a poussé des grands cris, parce que Charles Trenet, évidemment, pour la plupart des membres de Polyphonix, n'était pas une personne invitable, pour tout un tas de raisons. Moi, je pense que Charles Trenet, au contraire, a eu sa place à Polyphonix. Mais l'idée, c'est que Polyphonix, c'était cette espèce de chose, au départ, de mon point de vue, et c'est ça qui faisait la force de Polyphonix, contradictoire, avec des gens qui venaient de la Beat Generation, des gens qui venaient de la poésie action, des gens et des jeunes artistes comme Joël Hubaut, enfin des jeunes à l'époque, on était jeunes, des jeunes artistes comme Joël Hubaut qui représentaient quelque chose du côté de la nouvelle performance, de performance française en tout cas de l'époque. Et donc c'était ça qui m'intéressait. Après, si je devais faire assez vite, malgré tout, une
critique, c'est que ça ressemblait peut-être à une sorte de groupe, en effet, constitué, et où il y a eu, je trouve, beaucoup de gens qui se sont invités, ou qu'on a invités de façon trop régulière, à mon avis, parce que chacun, peut-être, défendait un peu son appartenance à une mouvance, on va dire, qui était intégrée à Polyphonix. Donc on a vu beaucoup de poètes sonores qui appartenaient à la poésie sonore parce que il fallait quand même intégrer ces poètes qui représentaient vraiment quelque chose qui n'était pas forcément visible ailleurs. Et c'est ça que Polyphonix représentait, c'est-à-dire c'était un lieu d'existence, de représentation de choses qui n'étaient pas visibles dans l'institution. Donc effectivement Polyphonix pouvait défendre. Polyphonix s'appuyait beaucoup sur les instituts culturels étrangers, donc Belgique, Danemark, que sais-je, l'Espagne, l'Italie, etc. Donc on travaillait avec les centres culturels, les instituts étrangers, qui nous amenaient des artistes, des poètes, des musiciens qui venaient de ces différents pays. Mais évidemment, eux-mêmes amenaient des poètes sonores plutôt, des musiciens de l'improvisation, des artistes de la performance. Et donc ça cristallisait peut-être une image de Polyphonix qui à un moment donné peut-être apparaissait comme trop... peut-être une image de la marge à l'intérieur du système, puisqu'on participait beaucoup enfin Polyphonix était bien implanté, si j'ose dire, à l'intérieur de Beaubourg, à travers la revue Parler de Blaise Gauthier. Blaise Gauthier a été certainement une figure très importante, enfin, c'est utile de rappeler son Blaise Gauthier, qui était quelqu'un qui était conservateur du Centre Pompidou, qui avait eu en charge quelque chose d'un peu annexe, qui s'appelait la revue Parler, et grâce à lui, Polyphonix a pu être une sorte d'antenne de la revue Parler et d'antenne de cette scène alternative, on pourrait dire, à l'intérieur de l'institution. Et c'est vrai que c'était une vision, et encore aujourd'hui on s'aperçoit, et tant mieux, que ces figures-là ne sont pas du tout les figures secondaires. Bernard Hetzig est mort il n'y a pas longtemps, il est clair que Bernard Hetzig est un immense poète et sans doute le poète français, enfin peut-être le poète français le plus important des années 50 à la fin du siècle, mais qu'à l'époque où il était dans Polyphonix, où il était même président de Polyphonix, il était absolument non considéré sur la terra poetica classique, quoi. Donc c'est Polyphonix un peu qui justement a pu mettre en exergue comme ça la figure de Bernard Hetzig. Et de la même façon qu'il a pu le faire pour des artistes comme moi, qu'il a pu le faire pour des artistes comme Joliveau, et on doit à Polyphonix d'avoir été représenté alors que nous n'étions que sur des marges, dans des galeries, même si elles existent, qui étaient, je dirais, non considérées, et grâce à Polyphonix, je dirais, il y avait cette représentativité. Le petit bémol que je mets, j'espère que Jean-Jacques ne trouvera pas à redire sur cette chose, c'est que finalement c'est devenu une autre représentativité, qu'on pouvait dire ah oui c'est Polyphonix, et il aurait fallu peut-être parasiter un peu cette représentativité par des gens qui n'appartenaient pas à nos familles, on va dire. Au sein de Polyphonix, on avait plus ou moins des fonctions. Alors par exemple, il est clair que Jacqueline Cahen c'était vraiment à la fois la logistique, vraiment c'est quelqu'un qui était extrêmement important pour Polyphonix parce que elle remplissait des tâches évidemment un peu ingrates qui étaient passer des coups de fil, contacter les uns les autres, organiser sur le plan de la régie chacune des soirées Polyphonix. Donc Jacqueline était, je pense, quelqu'un qui avait un peu ce rôle un peu dévolu, mais en même temps, Jacqueline était le début de Polyphonix, en tout cas la femme de Faton Cahen, donc c'était aussi une ouverture vers un certain type de musique, de jazz. Faton c'était Magma, donc quelque chose qui donnait à Polyphonix aussi ce versant musique expérimentale, mais je ne sais pas comment la qualifier, parce que expérimental ce serait, on pense plutôt à Boulez quand on dit expérimental, parce qu'il n'est pas du tout expérimental, mais c'était plutôt la musique improvisée, le
jazz. Et ça, je crois que Jean-Jacques y tenait beaucoup, il tient beaucoup, parce que le jazz fait partie, je pense, de sa culture. Après, comme je le disais, il y avait quelqu'un comme Bernard Hetzig qui représentait, on va dire, la poésie, et qui a amené beaucoup de gens qui représentaient évidemment cette histoire de la poésie-action, mais qui représentait aussi une forme un peu comment dire, structurée de la poésie, si j'ose dire. C'est pas un hasard s'il était banquier, je pense, mais il avait un côté très rigoureux quand même, malgré tout. Je ne dis pas que Jean-Jacques n'est pas rigoureux, mais qui pouvait ramener les choses à méthodiques, on va dire, un peu méthodiques, et je pense que dans les réunions polyphoniques, Bernard était très méthodique. Alors, je parle évidemment pas de Jean-Jacques pour l'instant, parce que Jean-Jacques est évidemment un peu à part dans Polyphonix, malgré tout, c'est quand même lui l'inventeur de Polyphonix. Donc je reviens sur lui. Après, il y avait des gens comme Tibor, Pape, des gens comme moi, des gens comme... il y a eu d'autres personnes qui ont été liées à Polyphonix, et qui étaient comme ça des pourvoyeurs de noms, on va dire, de leur propre territoire, c'est ce que je disais tout à l'heure. Donc moi, à l'intérieur de Polyphonix, j'amenais plutôt ce qui pourrait être considéré comme la jeune génération de l'époque, autour de la question de la performance, de la musique, du rock, des choses comme ça, et qui pouvait peut-être donner à son nouveau. Enfin, nouveau pas du tout par rapport à l'idée de Polyphonix, mais plutôt par rapport à des jeunes gens qui étaient hors institution, c'est ce que je disais tout à l'heure, et qui pouvaient trouver comme ça un territoire où ils avaient une réception de leur travail. Donc moi j'ai amené un certain nombre de jeunes gens, mais aussi, sans doute aussi parce que j'étais jeune enseignant à un moment donné, dans les écoles d'art, ou que j'étais en contact avec quelqu'un comme Jean Lubeau, qui lui-même était, à l'époque où je n'étais pas enseignant dans une école d'art. Et donc des gens comme Eric Madeleine, Bénin Eric ou d'autres, les gens de la station de Mire pour Joël, etc., ont pu comme ça avoir une présence dans Polyphonix. Donc mon travail était un travail voilà, on va dire d'éclaireur. Voilà. Et ce qui a peut-être pu surprendre, c'est que, en effet, je n'avais pas forcément, du côté par exemple de la poésie, les mêmes champs de connaissances ou de réceptivité que par exemple ni Bernard Hetzig d'un côté ou Jean-Jacques de l'autre, qui était peut-être plus poète, entre guillemets, que moi. J'ai oublié de mentionner quelqu'un de très important dans Polyphonix, dont j'étais plus proche précisément dans mon propre parcours, qui est Julien Blaine. Parce que Julien Blaine, c'était Dox, c'était la revue Dox, et Dox, c'était justement une revue qui, sous la forme de numéros spéciaux par pays ou par thématique, au sens très large, faisait des pages totalement ouvertes, et qui donc a amené, je dirais, des gens venus absolument de partout, sous des formes absolument incontrôlables et incontrôlées. Et donc, je pense que Julien est toujours, d'ailleurs avec Dox, il n'est plus dans Dox aujourd'hui, mais l'idée de Julien, c'était qu'il n'y avait pas de sélection au sens propre. D'où, on va dire, cette idée que Polyphonix pouvait être une sorte de table ouverte, avec des choses qui n'étaient pas forcément de qualité, pas forcément, puisqu'il n'y avait pas de notion de sélection. Voilà. Donc je pense que la figure de Julien, comme ça, a été une figure extrêmement importante, et je crois que lui, il avait cette idée de ne pas choisir. Donc on prenait ce qui arrivait aussi. Et donc je pense que Julien, de ce point de vue-là, a été aussi très important. Mon meilleur souvenir avec Jean-Jacques, c'est quelque chose, j'ai envie de dire que c'est quelque chose de relationnel, global, général. Depuis le début que je connais Jean-Jacques, sa générosité, le rapport qu'il entretient avec les artistes en général,
le fait qu'il aime les artistes, le fait qu'il aime l'art sur un mode relationnel. Mais j'ai envie de dire que c'est justement ça pourrait être singularisé par quelque chose un peu étonnant finalement de la part de Jean-Jacques. Si on le voit d'une façon très extérieure, c'est la relation qu'il entretenait avec Jacqueline Cahen. Parce que Jacqueline, c'était aussi, c'est l'autre âme de Polyphonix avec Jean-Jacques. Et c'était quelque chose de très singulier. Jacqueline était quelqu'un de très... qui n'était pas sur le premier plan, je dirais, de Polyphonix, parce que c'est pas une poétesse importante au sens de la reconnaissance, on va dire, de son travail. C'était quelqu'un qui était la femme aussi au départ, comme je le disais, de Faton Cahen, donc qui n'était qui n'avait qu'un rôle de transmission, on va dire, d'une famille qui était celle de la musique. Mais je sais que pour Jean-Jacques, elle était vraiment égale à tous les membres de Polyphonix, et même plus que ça, elle en était, je dirais, la présidente, comme il disait, à cause de la lettre à la présidente. Et donc le rapport le meilleur souvenir que je peux avoir de Polyphonix, c'était de les voir comme ça dans le travail pour proposer le prochain Polyphonix, l'énergie qu'il développait pour faire des propositions, pour créer des Polyphonix. Parce que ce qu'on n'a pas dit, c'est que Polyphonix, c'était une structure, et c'est une structure très aléatoire, qui n'avait bénéficié pas de subvention. Il fallait aller chercher toujours en permanence des partenaires, des lieux, des artistes, des gens qui étaient... Et que ça se faisait que par les grands sourires de Jacqueline à un moment donné, et par l'énergie de Jean-Jacques, puisque j'ai pas beaucoup parlé de Jean-Jacques finalement. Et c'est vrai que le décès de Jacqueline, je pense, je ne dis pas que ça a arrêté Polyphonix, mais, puisqu'il y a eu d'autres Polyphonix après, mais ça a quand même enlevé cette espèce de présence qui faisait que je crois que Jean-Jacques a perdu vraiment je ne peux pas dire l'âme sœur, hein, ce serait injuste, ce serait pas juste comme formule, mais l'autre âme de Polyphonix.